Les éditions Sonobook présentent, avec l'autorisation des éditions Le Duc, La magie du matin, un temps pour construire la vie dont vous rêvez, de Isalou Baudet-Réguen. Interprétation, Stéphanie Cassignard. Et Frédéric Fournier. Préface. La promesse de l'aube est le plus beau titre de roman que je connaisse. Et je pourrais citer aussi Tous les matins du monde. L'aube a toujours été pour moi la promesse d'un nouveau jour, et j'ai l'appétit de tous les matins du monde. Je me souviens de ce bonheur que j'avais enfant à ouvrir les volets de ma chambre pour contempler le lever du jour sur la rade de Villefranche, à celui que je ressentais à l'idée de la journée qui s'offrait à nous, de tout ce qui était à accomplir. Pourtant, pour la plupart de mes camarades, le matin était une pénitence. Celle de quitter la quiétude du sommeil, la chaleur de son lit, pour se préparer à la hâte et partir affronter le quotidien. Eux couraient après les heures de sommeil, et moi après les heures de vie, jusqu'à parfois me lever bien avant l'heure nécessaire afin de gagner du temps sur le temps, que la journée soit plus longue. Là où mes amis faisaient leurs devoirs le soir, fatigués après une journée de cours, je les faisais au petit matin, l'esprit alerte et le corps en appétit. Cet amour des matins s'est poursuivi à l'âge adulte. Je crois en leur magie, en leurs promesses. À quoi bon attendre le 1er janvier ou notre jour anniversaire pour fêter le renouveau alors que chaque matin est un recommencement? Je veux croire aussi que la façon dont nous les abordons change non seulement le cours de nos journées et de nos semaines, mais aussi celui de nos vies, de nos relations avec les autres, et même l'harmonie de la cellule familiale. En voyant les mines défaites de certains de mes amis alors que je les attendais au café du lycée, et qu'ils affichent toujours quand je les retrouve pour un petit déjeuner, j'ai souvent pensé qu'il faudrait un jour que quelqu'un écrive un manuel des matins, une sorte de guide sur la façon de les vivre pour apprendre à les aimer. Un ouvrage qui nous raconte pourquoi et comment aborder ce moment qui peut être pour chacun une souffrance ou le plus beau moment de la journée. Lorsqu'Isalou est venue me parler de son projet, elle ne se doutait pas qu'elle s'adressait à un véritable aficionado des matins. Son livre est bien plus qu'un manuel. C'est une petite perle qui peut changer des choses dans nos vies, les rendre plus douces ou plus piquantes, selon notre appétence. Bref, vous l'aurez compris. Plongez-vous dans les pages de ce livre et vous découvrirez des merveilles qui embelliront votre quotidien, vous libéreront de la fatigue chronique des mauvaises nuits, de la peur des journées trop longues et surtout qui rendront vos matins magiques. Je vous laisse. L'odeur du petit déjeuner m'appelle. Bonne lecture, bonne journée, et surtout que la vie vous soit belle. Marc Lévy, romancier. Introduction. Les lois de la nature sont simples, tu sais ma chérie. Lorsque l'on sème du blé, on récolte du blé. On a peu de chances d'obtenir une pomme ou une tomate. C'est pareil pour la vie. Si tu ne travailles pas chaque jour à semer les germes de celle dont tu rêves, si tu ne travailles pas chaque jour un peu plus à être la personne que tu veux devenir, ça ne viendra pas tout seul comme par enchantement. C'est juste du bon sens paysan. Moi, je n'ai cessé de concevoir la vie comme un jardin dans lequel il faut semer, arroser et prendre soin chaque jour de ses petites graines. Je suis une vieille dame, j'ai aimé ma vie. J'ai vécu tout ce que j'avais à vivre et fait tout ce que j'avais à faire. Maintenant, je peux partir sereine. Tu veux écrire un livre ? Eh bien fais-le, c'est simple ma chérie. À qui se lève matin, la vie aide et prête main. Combien de fois devrais-je te le répéter ? C'était sa sempiternelle incitation à, une devise devenue sa dernière transmission, là, sur son lit d'hôpital, son ultime donation à quelques jours de son dernier matin. Elle venait de subir une lourde opération, trop lourde. Pour elle, c'était simple. Si l'on a le désir de faire quelque chose, alors on trouve les moyens de le réaliser et hop, action. Comme n'importe quelle fille, je me plaignais sans arrêt auprès de ma mère de ne pas parvenir à faire dans une journée tout ce dont j'avais envie.
Je suis débordée, maman, vraiment. » Avec un petit sourire en coin et l'incroyable énergie de vie qui l'aura caractérisée jusqu'à son crépuscule, elle me répliquait « Le temps, c'est à toi de le trouver. Et si tu décidais de devenir matinale, ma chérie, et de te lever avant les premiers rayons du soleil, tu pourrais peut-être y arriver ?» Ma petite maman est partie, en confiance, paisible, sûre d'elle et courageuse, ayant accompli durant sa vie tout ce qu'elle désirait. Elle s'était levée tôt chaque jour. Elle savait de quoi elle parlait. À qui se lève matin, la vie aide et prête main. Cette maxime a longtemps résonné dans ma tête sans que je puisse me l'approprier réellement. Car même si j'étais intimement persuadée qu'elle avait raison, même si j'avais toujours été séduite par l'image de ces aurores soi-disant idylliques évoquées par les inconditionnels du lever des potrons minés, il y avait comme un hic. Je n'étais pas franchement ce que l'on pouvait appeler une lève-tôt. Loin de moi cet amour des cache-cache entre la lune et le soleil. À Bali, pourquoi pas, je pourrais savourer ces beautés célestes, mais coincé dans les embouteillages ou dans une rame de RER, c'était nettement plus difficile de se laisser absorber et guider par les cycles de la nature. Le matin a toujours été une énigme pour moi. Comment l'aimer alors qu'objectivement le côté redémarrage de la machine est, à vrai dire, assez désagréable? Se réveiller de bonne heure, surtout l'hiver, est quand même un exercice de style. Si pour certains, il est vécu comme une renaissance légère et enjouée, pour moi, il a longtemps été synonyme de douleur et d'accouchement fastidieux. La sonnerie stridente du réveil, la difficulté à ouvrir les yeux, la reconnexion à la réalité avec, en toile de fond, adolescente, les interros surprises du lycée, ou plus tard, adulte, les solutions toujours plus complexes à trouver pour payer certaines factures. Rien ne m'encourageait à changer mon rapport au matin. Pourtant, ce drôle d'animal, fabuleux, m'a tellement interrogée qu'il y a quelques années, je me suis lancée dans une folle aventure. Demander à 365 personnes, comme autant de jours dans l'année, comment elles vivaient, appréciaient, se servaient et domptaient ce fameux matin. Pendant 1 an, j'ai interviewé et filmé toutes les personnes que je croisais en leur posant une seule et même question. Comment et pourquoi tu te lèves? SDF, artiste, banquier, chauffeur de taxi, professeur, étudiant, retraité, cultivateur, célébrité. Ma caméra est devenue un prolongement de moi-même. Nous ne nous quittions plus. Toute occasion, toute rencontre et tout lieu devenait un prétexte. La rue, le supermarché, un voyage en avion, en train, un trajet en métro à la fin d'un rendez-vous, en pause à la terrasse d'un café, au cinéma, au restaurant et même à l'arrêt d'un feu rouge. J'ai donc réalisé 365 interviews publiées sur mon blog www.365mornings.com. Puis, ce blog s'est transformé en chronique matinale sur France Inter le temps d'un été. Tous ces témoignages, évoquant différentes façons de se lever, de se mettre en mouvement et de profiter du matin, m'ont profondément inspiré. Je ne remercierai jamais assez celles et ceux qui m'ont fait l'honneur de me confier leurs rituels matinaux et partager leurs recettes de bien-être. À cette époque-là, je me levais à la dernière minute, avec toujours cette même envie d'exploser le réveil contre le mur, de l'écraser d'un bon coup de marteau, de le noyer ou de le faire voler loin, loin, loin dans une autre galaxie. Et après, c'était l'enchaînement. De la douche au départ de la maison, je courais en permanence entre la cuisine pour commencer mon thé, la salle de bain pour me maquiller et le dressing pour choisir la couleur du chemisier du jour. Tout ça, le smartphone greffé à la main pour vérifier mes mails ou mes messages Facebook. Aucune marge de manœuvre. Et surtout, aucun gage de réussite puisqu'il m'arrivait parfois de filer en trombe à mes rendez-vous mal coiffée, à peine maquillée, mon mug de thé à la main. Dans une série télé américaine, cette image pouvait faire rêver. La superwoman, blonde et successful, que l'on pourrait croiser dans les rues de Big Apple ou de LA, son tumbler Starbucks sous le bras. Dans la vraie vie, ça coule quand même un peu sur les doigts. Comment 60 jolies minutes m'ont fait reprendre ma vie en main. Puis, je me suis mariée avec un 007 de l'aurore. L'inimaginable antithèse. Lui, mon homme, adopte chaque matin une tendance radicalement inverse. Costume toujours impeccable et chaussures luisantes. Il arrive à ses rendez-vous sourire aux lèvres, l'humeur égale, préparé, coiffé, briqué, alors qu'il vient tout juste de courir un jogging de 10 km, traiter ses mails, faire, si nécessaire, sa revue de presse, ranger la maison
et se mitonner un bon petit déjeuner de winner en mode survitaminé. Tout ça à l'heure où Paris sommeille encore. Il y avait alors une grande différence entre mon James Bond et moi. Lui est irrémédiablement matinal et de ce fait, le monde lui sourit. À force de vivre à ses côtés et de l'observer, je me suis rendu compte jour après jour à quel point se lever tôt lui donnait de l'avance sur tout, lui permettant de gagner le grand chelem famille, carrière, loisirs, amis, etc. Cela lui paraissait tellement facile, mais surtout, il réussissait à vivre ce qui me manquait en permanence, un vrai temps pour moi, rien qu'à moi. En maîtrise, mon 007, il assure. Moi, je ne faisais pas 10 kilomètres chaque matin, mais je courais tout le temps à contretemps, ou pire, avec un temps de retard. Le constat était là. Une matinée spacieuse et productive, pour soi, semblait appeler une journée, voire une vie, similaire. C'est un état d'esprit. Mais comment réussir à se lever tôt comme il le faisait ? J'ai alors trouvé une astuce extraordinaire qui a changé ma vie. Avancer mon réveil d'1 heure, juste 1 heure, ou comment 60 jolies petites minutes m'ont fait reprendre ma vie en main et devenir grande. La magie du matin lève le voile sur les pouvoirs extraordinaires du matin. Elle est le fruit de ce parcours de transformation que je me suis approprié jour après jour, au fil de rencontres, témoignages et échanges avec différents experts et personnalités qui ont réussi, de nombreuses lectures inspirantes, de recettes des uns, de musique des autres, de chansons positives, etc. D'une couche tard, je suis devenu lève-tôt, ce qui relève pour moi presque d'une mutation. Le secret ? Les routines matinales des habitudes qui font toute la différence. Le secret de la réussite assurée ? Les routines matinales. Les habitudes vraiment efficaces qui font toute la différence et vous font entrer dans le club très privé des lève-tôt. Je ne remercierai jamais assez Dame Nature pour ses magnifiques ciels colorés, admirés au gré de jogging matinaux et ou de sessions d'écriture, pour ses naissances et renaissances quotidiennes, instantanées d'émerveillement qui m'ont permis d'y arriver avec bonheur. Et pour rien au monde, je ne reviendrai en arrière. Pour rien au monde, je ne raterai cette magie du matin, avec ce sentiment que tout devient possible. Parce que, depuis, non seulement j'ai réussi à écrire ce livre, mais je me suis également reconnectée à ma spiritualité en méditant quelques minutes avant de quitter la maison, tout en réussissant à garder le rythme de mon entraînement de running pour le prochain semi-marathon. Et croyez-moi, si j'y suis arrivée, tout le monde peut le faire. Vous lever de bonne heure vous tente également ? Alors rejoignez-vous aussi le mouvement #se lever de bonne heure. Partie 1. Le matin, un moment unique et privilégié, paraît-il. 1, 2, 3, soleil. Le premier oiseau chante, et chaque matin c'est la même histoire partout, la même répétition naturelle. Que l'on vive à Los Angeles, Paris, Katmandou, Pékin ou Auckland, le soleil se lève, le jour apparaît, et la lune, avec ses nuits tantôt étoilées et rêveuses, tantôt sombres et agitées, recule et disparaît. Au revoir les cauchemars, les peurs du noir et les prédateurs nocturnes. Bonjour la lumière, la sécurité et la chaleur. Bonjour soleil, indispensable disque de vie. Le soleil. On pourrait parfois oublier son importance dans nos vies tellement déconnectées de notre terre nourricière, mais il est source de tout. Sans lui, sans cette étoile vieille de presque 5 milliards d'années, aucune vie terrestre n'aurait pu se développer. Il est au centre de notre système planétaire. Notre bonne vieille Terre, comme les autres planètes, tourne autour de lui. Il est l'énergie première et le point de départ de tout mouvement. Les anciens de l'Antiquité le savaient bien. Aux 4 coins du globe, ils n'avaient de cesse de le contempler, de l'honorer et de vénérer sa puissance. Astronomes ou astrologues étudiaient sa course dans le ciel. Dans l'Égypte ancienne, le soleil était particulièrement idolâtré et plusieurs dieux le représentaient, notamment Ra, que l'on appelle aussi Ré, Amon, Aton, Horus, la lumière, ou Sekhmet. Selon cette mythologie, Ra avait un ennemi, Seth, les ténèbres, la nuit. Chaque matin, quand le soleil apparaissait, Horus, la lumière, gagnait le combat contre Seth, la nuit. Chaque soir, inversement, Seth faisait plier Horus et régnait l'obscurité. Ainsi, notre représentation du monde s'est construite sur cette métaphore de l'adversité entre l'ombre et la lumière.
Le soleil est symbole de renaissance et de renouveau, et chaque matin, il réveille notre spiritualité, et ce, quelle que soit notre religion. Les mains en offrande, tournées dans sa direction, il est au cœur de nos prières matinales. Dès les premiers rayons de lumière, les bouddhistes orientent leurs pensées par une grande et profonde respiration consciente, inspiration, expiration, et une ouverture de l'esprit vers une bienveillance à cultiver tout au long de la nouvelle journée qui commence. Les chrétiens, quant à eux, peuvent se recueillir sur le poème de louange de saint François d'Assise, le cantique de Frère Soleil. Les juifs pratiquent dès l'aurore l'étincelle du matin, prière du Modé Ani, qui signifie « je te remercie ». Pour les musulmans, les prières suivent aussi le rythme du soleil. La première, Al-Fajr, signe la dévotion envers le prophète et les place sous sa protection pour la journée. En Inde, enfin, Surya est le dieu soleil des Védas, représenté à la tête d'un char tiré par des chevaux célestes, comme Apollon dans la mythologie grecque. Aujourd'hui encore, pour de nombreux yogis et amateurs de yoga, la salutation au soleil levant demeure le rituel matinal incontournable. En sanskrit, cette salutation se dit Surya Namaskar. Surya signifiant soleil, source de vie, et Namaskar, salutation. Cette posture est effectuée en l'honneur du soleil et en remerciement, le dieu soleil étant censé apporter à ceux qui la pratiquent santé et prospérité, et à la terre, énergie. On pourrait continuer à développer cette adoration au soleil auprès de nombreuses autres civilisations, comme les Samoyèdes, peuple semi-nomade de Sibérie, qui considéraient le soleil et la lune comme les yeux du ciel, appelés Noum. Le soleil était l'œil du bien et la lune l'œil du mal. Citons aussi les Perses, les Indiens Sioux, les Incas, les Aztèques, etc. Chaque matin, le soleil est symbole de renaissance et de renouveau. Christophe André, psychiatre, psychothérapeute et auteur. Image du matin ? Un tout petit soleil fragile qui se lève à l'horizon, qui commence à percer avec des nuances de rouge et à amener l'espoir à tout être vivant. Alouette ou chouette ? J'ai de la chance, je suis du matin comme on dit. Il est même fréquent que je me lève avant le soleil ou en même temps que lui. Réveil. En général, je me lève vers 6h, 6h30. J'essaie de ne pas me lever plus tôt, mais ça m'arrive quand même parfois. Pendant ces moments qui précèdent le début du temps de travail officiel, c'est un temps pour moi de tranquillité absolue, sans coup de fil ni sollicitation extérieure. C'est un temps de lien avec moi-même pour mettre l'esprit en route, essayer de me mettre sur les bons rails du calme, de l'ouverture, de la sérénité, du recul. Cet espace pendant lequel je suis centré sur moi me permet aussi et surtout de me centrer sur ce qui est important dans la vie. Il y a comme une petite jubilation d'être un veilleur. Il y a aussi une satisfaction d'ordre biologique, être au rythme du soleil. Ne pas profiter de la lumière du jour serait une faute morale, presque irrespectueuse. Quelle motivation pour se lever ? Je me lève tôt pour avoir un temps de mise en ordre, de préparation de l'esprit pour la journée. Les motivations sont multiples et varient selon les moments de ma vie. Certains matins, ma motivation, c'est de faire mon boulot d'être humain, de père, de conjoint, de médecin, d'auteur. Et d'autres matins, ce sont plus des motivations joyeuses, de choses à accomplir, réjouissantes ou utiles pour les autres. C'est mon métier qui me porte. Je me dis, c'est important que tu le fasses, ça va faire du bien aux gens. Routine. Des mouvements d'éveil, avec du yoga très simple, pendant environ 10 minutes. Une séance de méditation d'environ 20 minutes. Un moment de prière. Je ne prie pas forcément tous les matins, mais régulièrement. Je remercie pour les grâces reçues et je demande pardon pour les fautes commises. Enfin, je demande de l'aide pour d'autres personnes ou pour moi. Chaque fois que je le peux, je vais à la fenêtre
parfois dans le jardin, et j'essaie de regarder le ciel de l'aube. J'aime beaucoup le ciel en général. J'aime bien regarder à quoi ressemblent les premières lueurs du jour. Après, je descends pour être avec mes filles, leur presser leur jus d'orange, préparer le café pour mon épouse et bavarder avec tout le monde. Les grâces reçues, je fais mon boulot d'être humain. Petit déjeuner. Au petit déjeuner, je mange une banane écrasée avec un jus de citron et du thé, ou alors une pomme et un jaune d'œuf battu dans un café avec un peu de sirop d'érable. Je n'ai pas d'appétit le matin, mon corps me dit qu'il n'a pas faim. Je me contrains donc un peu à manger, sauf dans les périodes de jeûne. Impact. Je ne raisonne pas, que ce soit a priori ou a posteriori, en termes de temps gagné sur le plan quantitatif, mais qualitatif. Le plus souvent, je ne consacre pas ce temps de lève-tôt à travailler à l'un de mes métiers, médecin ou écrivain, mais à travailler à mon équilibre intérieur. De ce fait, sans doute que ce temps passé me fait ensuite mieux travailler dans la journée, me rend plus stable émotionnellement, m'aide à être plus concentré, plus productif. Mais c'est très difficile à chiffrer. Sous la torture, je dirais que le rendement est sans doute très bon. 1 heure que je me consacre en me levant plus tôt doit facilement être rattrapée dans la journée, et même rentabilisée, m'en faire gagner 2, en me permettant de raisonner plus vite, de ne pas m'égarer à cause de mes émotions ou de ma distraction, etc. Accueillir la lumière en soi. Nous l'avons compris, de près comme de loin, nombreux sont les mythes ou les religions qui viennent de cette adoration envers l'astre lumineux. D'ailleurs, dans leur très sérieux Dictionnaire des symboles, Jean Chevalier et Alain Gerbrand y consacrent certainement le plus de pages. L'astre du jour situe donc l'être dans sa vie polissée ou sublimée. Il figure le visage qu'offre sa personnalité dans ses plus hautes synthèses psychiques, au niveau de ses plus grandes exigences, de ses aspirations les plus élevées. Il représente aussi cet être dans ses fonctions réalisatrices, dans le succès vécu comme une augmentation de valeur personnelle au fait de sa réussite. Peut-être un peu obscur, mais comment ne pas comprendre ici le sous-entendu ? Le matin, imitez le soleil. Levez-vous et soyez lumineux et rayonnant. Il ne s'agit pas d'une béatitude grossièrement naïve, ni d'une mise en mouvement héroïque comme celle de Sylvester Stallone dans Rocky I, courant dans les rues fraîches et désertes de Philadelphie pour finir par monter triomphalement les marches d'un musée d'art armé d'un superbe jogging gris. Non, on nous incite juste ici à nous lever bien dans nos baskets. Parce que le soleil, comme nous venons de le voir, dans toutes les cultures, c'est le bien absolu. Alors, plutôt que de le laisser se lever et briller seul avant nous, surtout en hiver, et si nous prenions rendez-vous avec lui pour l'accueillir comme il se doit ? Dring ! C'est l'heure. Et vous, comment vous levez-vous ? Au temps de nos grands-mères, le réveil était simple. Dès l'apparition des premiers rayons du soleil, le coq du village se mettait à chanter et c'était parti pour la journée. Ni doucereux, ni pacifique, ni vraiment sensuel, mais il faut dire que le réveil en douceur est une invention très récente. Nous nous levions naturellement avec le chant du gallinacé. Platon aurait pourtant, selon une légende, inventé le premier réveil 400 ans avant notre ère. Puis, ce fut le tour des guetteurs, ces hommes qui se relayaient la nuit pour nous protéger des ennemis dans nos cités endormies, et qui nous réveillaient vigoureusement au clairon ou en sonnant les cloches. Sonnez les matines, ding dang dong. À noter aussi que l'heure, dans ces temps anciens, ne rythmait pas le temps de travail, mais le temps religieux. La religion ordonnait tout. Notre bonne vieille horlogerie mécanique apparut dans les villes vers la fin du XIIIe siècle, mais, comme toute nouvelle invention, seuls les plus aisés pouvaient en posséder. Puis, un prototype de réveil aurait été développé aux États-Unis au XVIIIe siècle. C'est un horloger français, Antoine Redier, qui fut le premier à déposer le brevet du réveil réglable que nous connaissons aujourd'hui. Cocorico. Grâce à la production de masse de réveils de cuisine, le réveil personnel se répandit à la Belle Époque dès la fin du XIXe siècle. Celui-ci étant toujours trop cher pour les plus démunis,
La solution des knocker-uppers se développa en Angleterre et en Irlande pendant la révolution industrielle et jusque dans les années 20. Un métier en général exercé par des femmes ou des personnes âgées qui allaient frapper à la fenêtre des ouvriers pour les sortir du lit. Enfin, depuis 1950, juste après-guerre, la crainte de ne pas se réveiller a fait petit à petit place à l'envie de le faire le plus en douceur possible. Et nous y voilà. Aujourd'hui, on fait fi du soleil, du coq, du guetteur ou du clairon. On programme soi-même son réveil avec une sonnerie personnalisée à télécharger, la radio, de la musique ou, pour les plus bobos ou les plus avant-gardistes d'entre nous, un simulateur d'aube qui recrée la lumière naturelle progressive. C'est l'explosion aussi des réveils intelligents et même olfactifs qui diffusent pour nous réveiller une odeur de vanille, de menthe, de fraises tagada, de croissants chauds ou même de dollars. Incroyable, non? C'est la géniale idée de Guillaume Roland, jeune et talentueux ingénieur français d'à peine 30 ans qui a créé sa start-up Sensor Wake pour des réveils en douceur et sans bruit. D'après une étude qu'il a réalisée, Thomas Barret, fondateur de The Morning Company, s'est mis à vouloir réenchanter le matin des 3 Français sur 4 qui qualifient le réveil comme un moment difficile. Il a alors lancé une ligne d'accessoires haut de gamme, comme d'élégants rasoirs, des brosses à dents design, des pochoirs en forme de cœur pour des toasts joliment dorés, etc. Le matin en douceur est décidément une nouvelle source d'inspiration et un nouvel Eldorado marketing. Quelques chiffres en vrac sur nos matins. 6h49, c'est l'heure moyenne à laquelle se réveillent les Français tous les matins. Comparé à la Suède, l'Inde ou l'Allemagne, où plus de la moitié de la population se lève bien avant 7h du matin, la France se révèle un pays de lève-tard. 7 heures de sommeil en moyenne par nuit en semaine pour les Français, contre 6 heures pour les Japonais, et 8 heures le week-end, contre 9 heures environ il y a 100 ans. On dort moins qu'avant la fée électricité. 60% des Français prennent une douche le matin, plus que tous les autres pays, hormis l'Inde, 73%. 16 minutes de toilette pour les femmes contre 12 minutes pour les hommes, sauf le mien. 70% des Français prennent leur petit déjeuner chez eux, chiffre en baisse, pas le temps. 8% font l'amour. 30% des Français pensent au petit baiser du matin avant de partir, alors que 80% pensent que c'est important, contre 50% des Suédois. 1h14 en moyenne est nécessaire pour se préparer, petit déjeuner et partir travailler. 77% des salariés français prennent leur voiture pour leur trajet domicile-travail, 20% les transports en commun. Un francilien de la Grande Couronne passe 2h30 par jour, soit 3 semaines par an, dans les transports. 23 minutes de transport, c'est la moyenne française pour se rendre au bureau, soit 1 semaine par an. Donc, vers 7h du matin en moyenne, cheveux en bataille et visage chiffonné par l'oreiller, nous posons majoritairement un premier pied par terre et passons de la position couchée à la position assise, voire debout, direct sur le pont. Anne Hidalgo, maire de Paris, mère de famille et femme engagée. Image du matin. C'est être en forme, être d'attaque et aller à la conquête du jour. À quelle heure Paris se réveille-t-elle ? En fait, Paris ne dort pas vraiment. C'est une ville qui vit et travaille aussi la nuit. Il y a les hôpitaux, les gens qui circulent, d'autres qui patrouillent, etc. Mais Paris se réveille plutôt vers 5h30, 6h du matin. Un peu comme la chanson de Jacques Dutronc. Il est 5h, Paris s'éveille. C'est le début de l'activité du métro et de son ronronnement, le début aussi des services publics, des commerçants qui partent à Rungis ou qui en reviennent. Réveil ? Je me lève à 6h15 tous les matins avec mon téléphone portable qui me sert de réveil et que je n'éteins jamais parce que je dois pouvoir être mobilisée à tout moment, jour et nuit. Assez vite, c'est debout, douche, radio, puis petit déjeuner avec mon mari. Petit déjeuner. Le petit déjeuner, c'est du thé, 2 tartines beurrées. C'est assez léger, mais ça me va bien. C'est un moment que je partage en famille. Ça me permet d'être en forme. Rituel ? C'est le Parisien. Mon petit moment du matin, c'est monter,
Le Parisien et mes tartines. Parisienne jusqu'au bout. Si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que j'aimerais changer à Paris? J'aimerais que ce soit le printemps tous les matins. Quand il y a cette douceur dans l'air, le début d'une jolie clarté, on entend les oiseaux, il y a un petit air qui vous invite à passer la journée dehors. J'aimerais que tous les matins soient des matins où l'on commence à voir arriver le printemps. Voilà, Madame l'a fait. Enrayer la fuite du temps. Je suis en retard, en retard, en retard. Comme pour le lapin blanc d'Alice au pays des merveilles, qui court dans tous les sens. Pour la plupart d'entre nous, ceux qui ont la chance d'avoir un travail, c'est le rush, le stress et les journées qui s'enchaînent, fidèles à la célèbre formule « métro, boulot, dodo ». Pour d'autres, les nouveaux entrepreneurs, les travailleurs indépendants, les demandeurs d'emploi et tous ceux qui doivent à nouveau se créer leur propre cadre d'organisation sans patron au-dessus de leur tête, c'est une difficulté inverse. L'angoisse consiste à réussir à se lever le matin et à rester dans le mouvement et la course comme les autres. Et là, unique solution, s'accrocher comme une huître à son rocher au fameux « self-help ». Aide-toi, le ciel t'aidera. Pas si facile. Il faut déjà être sacrément costaud, d'autant que les temps actuels ne sont pas si réconfortants. Pris en étau entre les courbes du chômage en augmentation, les crises financières et sociales, les problèmes environnementaux, l'angoisse des frappes terroristes, nous pouvons très légitimement nous sentir dans une curieuse et dangereuse chevauchée qui nous échappe, comme si nous étions, sans le savoir, en équilibre sur le dos d'un tigre, pour reprendre une image de Friedrich Nietzsche, philosophe et poète allemand. C'est bien de cela dont il s'agit, une inconfortable et désagréable sensation que notre vie nous glisse entre les doigts, sans réelle maîtrise, ni vraie conscience, ni grande ambition. Ce qui peut petit à petit rendre une vie bien triste, dominée par la démission ou la peur, dans et pour laquelle on a baissé les bras, abandonné ou pire, oublié tout ce qui nous faisait rêver, foncer ou espérer. Bonheur, argent, amour, santé, c'est toujours distrayant de voir ce qui nous attend dans les horoscopes en fin de magazine. On en sourit et au fond, on est convaincu que de toute façon, on ne peut pas tout avoir dans la vie. On se dit que la réussite et le bonheur sur tous les plans, ce n'est pas vraiment pour nous. Lucide et réaliste, on se dit qu'on ferait mieux de garder les 2 pieds sur terre. Ou alors, si l'on a quand même envie de rêver un peu, on se dit que ce sera pour demain, ou plus tard, quand on aura fait ceci ou cela, ou quand telle ou telle situation aura évolué. Mais chaque nouveau matin, on commence et on recommence à se brinque-baller sans maîtrise sur le dos de ce fameux tigre. Un matin, plus un autre encore, puis X autres nouveaux matins pour finir au bout du compte à ne pas avoir sérieusement mis en place l'accomplissement de notre ambition ou de nos rêves, et sans avoir compris suffisamment tôt qu'un matin additionné à tous les autres, cela finit en somme tout bonnement à une vie entière. À ce rythme-là, un matin, plus un matin, plus un matin, égale point d'interrogation. Quelle que soit votre réponse, on s'accorde tous à dire que l'on ne veut pas finir un jour amer et empli de regrets, à penser que notre vie appartient au passé, n'est-ce pas? Il y a urgence à penser à soi. Encore un matin pour rien, une argile au creux de mes mains, encore un matin, sans raison ni fin, si rien ne trace son chemin. On se souvient tous de cette chanson des années 80, de Jean-Jacques Goldman, et de cette argile à la fois très enivrante et très angoissante qui pose la grande question de notre libre arbitre, cette liberté absolue que nous avons de pouvoir choisir et d'être à l'origine de nos actes. On se lève tous pour faire, certes, mais pour faire quoi, au juste? Naïma, coiffeuse. Je ne sais pas, je me lève parce que je me lève. Il n'y a pas de raison particulière. Raphaël, plombier. Pour aller travailler, bien sûr. Quelle question? J'ai une famille à nourrir. Ça paraît logique de se lever pour aller gagner son pain. Anaïque, consultante. Parce qu'on ne peut pas rester au lit toute la journée? Benjamin, étudiant. Parce que je n'ai plus envie de dormir, et parce que sinon j'ai l'impression de perdre mon temps. Florence, coiffeuse. Parce que ma fille est réveillée, alors je dois m'en occuper, et puis il faut bien aller au boulot.
Césarbi comme question. Jean-Claude, PDG. Parce que je ne sens pas que ma vie est dans mon lit et qu'il faut bien gagner sa vie. Sophie, comptable. J'ai envie de voir ce qui se passe dehors. Alexis, journaliste. C'est effectivement le fait qu'il faut se lever. C'est le Es muss sein, comme on dit en allemand, ce qui veut dire « ceci doit être ». Mais sinon, Laurent, animateur. pour aller changer de place, ma voiture garée sur une place livraison. Plus sérieusement, c'est une question existentielle, ça, non? Je n'ai pas la réponse. Le matin, cette renaissance. Dans la plupart des interviews de 365 Mornings, besoins physiologiques, obligations et devoirs arrivaient toujours dans les premières réponses. Gagner sa vie, bien sûr, m'avait spontanément répondu Eric, un commercial qui parcourait les routes de France tous les jours de la semaine. Dans un second temps, une réflexion plus profonde avait doucement émergé en lui. Mais ça veut dire quoi au fond? Qu'est-ce que je gagne réellement? Réalisait-il en mettant sa réponse en lien direct avec sa situation du moment, en plein divorce, endetté sur 15 ans et sous anxiolytique. Derrière cette question anodine se pose celle du sens que nous donnons à notre vie. Le sens, c'est à la fois fondateur et bien mystérieux. Gonzague, médecin. Moi, je dois avoir un gros problème avec la mort. Je me demande un peu ce qu'elle vient foutre là. Du coup, la vie peut sembler assez vaine, puisqu'elle se finit toujours par la mort. Donc, je me lève pour essayer de capter du sens par rapport à cette vie. Oui, un peu comme un chasseur de papillons avec son épuisette. Oui, voilà, c'est ça. Le sens de la vie désigne l'interrogation profonde sur l'origine, la nature et la finalité de la vie, ou plus généralement de l'existence, en particulier de l'existence humaine. Wikipédia. Ne rentrons pas ici dans les différentes grandes approches philosophiques à la manière d'un Hamlet, bras levés au ciel et crâne à la main, en se demandant si cela vaut le coup d'exister ou pas. La vie, vue sous son... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.